Aujourd'hui, je reçois Mathilde Farine, journaliste économique dans le cadre de son livre La Chute, chronique de la débâcle d'une banque qui retrace l'histoire du Crédit Suisse et qui documente avec précision son naufrage jusqu'à son rachat en mars dernier par UBS. Alors bonjour Mathilde Farine. Une première question assez simple pour commencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous expliquer ce qui vous a amené à vous intéresser à cette affaire, au Crédit Suisse, et depuis combien de temps vous vous y intéressez surtout, et pourquoi avoir choisi d'en faire un livre surtout? Bonjour, merci pour l'invitation. Pourquoi Crédit Suisse? Bon, je suis journaliste économique depuis pas mal d'années. Et comme je suis basée à Zurich, c'est aussi le siège de Crédit Suisse. Donc j'étais un peu automatiquement, je me suis un peu intéressée, mais au début, pas de très près, mais disons à partir du moment où il y a eu l'arrivée de Tidjane Thiam, qui a été très suivi par les médias, puis ensuite les affaires, les filatures, quand on a découvert que des ex-employés avaient fait l'objet de filatures quand il y a eu son départ, puis ensuite les affaires comme Green Seal ou Archegos, c'est devenu peut-être pas un job à plein temps, mais disons beaucoup de suivi de ces affaires. J'avais même, au début, premier semestre 2021, j'avais compté le nombre d'articles que j'avais écrits sur Crédit Suisse. C'était presque un article tous les 2 jours. Donc, j'avais même fait un petit papier, un petit billet là-dessus en disant que je prenais des vacances, j'étais au bord de l'overdose. Et puis, c'était sans savoir évidemment ce qui allait se passer, puisque c'était en fait un peu que des prémices. Donc j'ai beaucoup suivi ça. Et puis à un moment donné, quand on fait du journalisme un peu de quotidien au jour le jour, il y a aussi quelque part le besoin de prendre un peu de recul, de dire mais en fait, comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, euh, et puis aller un petit peu au plus profond des choses. Donc j'ai commencé à rencontrer des gens, des employés, des ex-employés, des experts, des responsables d'autres banques pour comprendre un peu les causes c'est quand même une débâcle, hein. Donc d'où après, c'est une matière qui m'a servi évidemment pour comprendre ce qui se passait tous les jours. Mais après, quand il y a eu le rachat en mars dernier, je me suis dit c'est l'occasion aussi pour que le grand public comprenne ce qui s'est passé. En Suisse, c'est quand même un nom que tout le monde connaît. C'est un sponsor pour beaucoup par exemple, le foot. Donc, il y a un côté household name, comme on dit en anglais. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup cette banque disparaît, en fait, plus ou moins. Alors justement, comment en est-on arrivé là? Est-ce que vous pouvez nous rappeler grosso modo les événements principaux qui ont jalonné ce naufrage progressif? Parce que c'est vraiment quelque chose de progressif, je le rappelais en introduction. Je crois que les premiers scandales autour de cette banque remontent aux années 70-80. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents événements voilà, qui nous ont amenés jusqu'à sa chute en mars dernier? Mhm. Dans les scandales ou les affaires, je pense qu'il faut distinguer ce qui est des affaires de Crédit Suisse, comme vous citiez le scandale de Chiasso en 73. Ça, c'est vraiment propre à Crédit Suisse. Mais après, il y a eu des affaires qui ont touché toute la place financière, comme tout ce qui est lié au secret bancaire, aux différends fiscaux avec les États-Unis, par exemple. Ou bien aussi toute la question des fonds en déshérence après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est pas des scandales qui touche que Crédit Suisse. C'est vraiment, dans ce sens-là, elle a fait la même chose que les autres, quoi. Mais par contre, il y a eu des affaires qui sont vraiment qu'on ne retrouve pas dans les autres banques. Mais avant de parler des scandales, je reviendrai un peu en arrière. Piasso, c'est peut-être quelque chose qu'on peut laisser à part parce que c'est un incident un peu isolé. Mais si on reprend un peu l'historique de cette banque, elle était d'abord évidemment très suisse, très tournée vers le développement industriel de la Suisse. Elle s'est ensuite développée beaucoup plus dans la gestion de fortune, comme toute la place financière. Ça reste quelque chose d'important pour toute la place financière suisse. Et puis après la Deuxième Guerre, à partir des années 60,
il y a eu cette volonté de jouer dans la cour des grands, d'être une grande banque. Et puis là, pour ça, bah, il fallait aller à Londres et puis à Wall Street. Donc ça, c'est aussi des choses qu'ont fait d'autres banques suisses. Le Crédit Suisse a été la première. Elle a fait plusieurs partenariats avant d'en arriver à prendre la majorité de First Boston. Et dans ce sens-là, c'était la première, il me semble, la première banque étrangère à vraiment s'installer à Wall Street. Et dans un premier temps, ça a très bien marché. Tout le monde était très admiratif. Mais en même temps, ça a aussi complètement changé le profil de la banque. Ça, c'est la première étape, je dirais, avec ben, tout d'un coup un intérêt beaucoup plus marqué pour la banque d'investissement et qui va de pair avec une autre culture d'entreprise et puis des salaires plus élevés. Et ça a vraiment changé le fonctionnement, la culture de la banque. Et puis après, il y a eu d'autres choses qui se sont passées qui sont plus propres au marché suisse, où il y a eu beaucoup de fusions, de regroupements, et puis ensuite des restructurations. Donc dans les années 90, Crédit Suisse a complètement changé sa façon de fonctionner. Et puis là, on se retrouve avec une banque où plus personne n'a vraiment une vue d'ensemble. Ça, c'est un peu les deux points principaux, je dirais, qui nous amènent après au problème des années 2010. Euh, et puis, alors que la plupart des banques ont souffert de la crise de 2008, Crédit Suisse s'en sort très bien. Disons, elle a aussi des problèmes, mais quelque part, elle peut se targuer de ne pas avoir demandé l'aide de l'État, contrairement à UBS, qui était sa rivale de toujours et qui était au bord du gouffre. Donc, elle s'est pas du tout remise en question, n'a pas du tout remis en question sa stratégie. C'était vraiment un cadeau empoisonné. Parce qu'après, on se retrouve avec une des rares banques en Europe qui n'a pas repensé sa stratégie dans la banque d'affaires et qui continue avec des risques importants. Ça, c'est un peu les jalons, si vous voulez. Et alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le Crédit Suisse est seul responsable de son naufrage? Ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs de ce naufrage qu'on pourrait citer? Bon, disons, Crédit Suisse a bien mis en place les conditions de son naufrage. Après, on peut se poser des questions, mais enfin, je dirais la responsabilité principale, oui, c'est Crédit Suisse. Après, on peut se poser des questions de régulation, disons que si ça avait été, si je peux reformuler autrement, si ça avait été une entreprise un peu classique, ben, elle aurait fait faillite parce qu'elle a été mal gérée. Et puis, en fait, la discussion se serait arrêtée là. Peut-être ça aurait été triste comme des grosses faillites d'entreprises emblématiques qui ont été des fleurons, mais il n'y a pas toute la question que posent les banques systémiques, les banques trop grandes pour faire faillite. Donc, comme ça en est une, et ben, du coup, on est obligé de se dire, mais qu'a fait le régulateur pour qu'on en arrive à ça? Alors, je pense que clairement, en Suisse, on a un régulateur qui n'est pas assez étoffé, qui n'a pas assez de moyens. Il y a 6 personnes qui sont consacrées à, à Crédit Suisse au sein de la FINMA. C'est pas beaucoup quand on sait la taille, c'est 50 000 employés Crédit Suisse avec et c'est pas une seule activité, c'est pas que de la gestion de fortune ou que de la banque d'affaires, c'est des activités très variées. Et puis aussi, on a un régulateur qui a peu de moyens d'agir. Contrairement à la plupart des autres régulateurs, il n'y a pas de moyen de mettre des amendes, par exemple. Euh, on peut aussi, enfin, il y a aussi une question politique là autour parce qu'il y a eu, après la crise de 2008, évidemment, comme dans beaucoup de pays, la volonté d'avoir une réglementation plus stricte pour ces établissements. Et puis, bah, il y a une partie de la frange politique qui a plutôt freiné ces progrès réglementaires. Donc, on se retrouve maintenant avec cette situation. Euh, donc voilà, on peut dire il y a... Et puis après, il y a le contexte qui fait que les réseaux sociaux qui ont un peu euh, créé cette panique autour de la banque, alors qu'en fait, financièrement, elle répondait aux critères, aux standards qui lui sont imposés. Euh, et puis, euh, et puis le contexte était tout d'un coup plus difficile. Mais je dirais que c'est plutôt de la malchance qu'une responsabilité. Oui, vous parlez d'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, vous parlez à un moment dans votre livre d'un tweet fin 2022 qui a mis un peu le feu aux poudres. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce passage?
Ouais, je crois que c'était un samedi matin, un journaliste australien qui a tout d'un coup fait un tweet en disant qu'il avait entendu qu'une banque internationale était au bord du gouffre. Et puis, et puis, il cite pas de source, il dit pas quelle est la banque, mais comme il y en a une qui est en particulièrement mauvaise santé, enfin, pas forcément en mauvaise santé, mais disons qui accumule les casseroles. Donc, tous les regards se tournent vers Crédit Suisse, les clients de Crédit Suisse appellent, les investisseurs de Crédit Suisse s'inquiètent, et puis tout d'un coup, on se retrouve avec une action qui plonge le lundi suivant, et puis des théories du complot qui s'enflamment. Ouais, c'est très intéressant tout d'un coup l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux. Là, c'est quasiment personne. C'est un journaliste, mais nous, on ne le connaît pas. Il est à l'autre bout de la planète. Est-ce que ses sources sont sûres? D'où est-ce qu'il dit ça? Lui-même s'est fait taper sur les doigts. Il a dû retirer son tweet. Donc là, on voit tout d'un coup le pouvoir que ces réseaux sociaux peuvent avoir et qui ont une influence après sur le comportement des clients et des investisseurs, on l'a vu aussi avec la Silicon Valley Bank, où bah, si on veut vider son compte, on n'a plus besoin d'aller faire la queue au guichet, on peut le faire en quelques clics. Et là, tout d'un coup, ça donne l'effet de panique, il est décuplé. Alors, face à toutes ces difficultés, on aboutit au rachat du Crédit Suisse par UBS. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences de ce rachat sur le plan du système financier suisse, mais aussi peut-être international? Et aussi, est-ce qu'on observe des conséquences aujourd'hui pour le contribuable? Est-ce qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui pour voir ce que ça a impliqué tout ça? Je pense que c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. On a vu, comme il y a quelques jours, UBS a annoncé qu'il renonçait à la garantie de la Confédération suisse notamment sur les pertes potentielles de Crédit Suisse. Tout le monde s'est un peu frotté les mains en disant quel sauvetage bien réussi. En plus, la Confédération a touché 200 millions de francs suisses et donc non seulement c'est bien réussi, mais en plus on gagne un peu d'argent. Euh, je pense que c'est aller très vite en besogne de dire ça maintenant parce que UBS n'a pas encore annoncé son plan. Ce sera le 31 août. Donc là, on saura si Crédit Suisse, la marque, disparaît, si l'entité suisse, qui est la banque de détail, qui était celle qui fonctionnait le mieux, est complètement intégrée. Est-ce qu'elle va être mise en bourse? Et si elle est intégrée, par exemple, ça risque de donner lieu à des suppressions d'emplois très importantes. Donc ça, c'est un coût social qui sera pas négligeable si on a tout d'un coup quelques milliers de gens qui sont licenciés sur la place de Zurich ou de Genève. Ensuite, il y aura des pertes fiscales qui découlent de ça. Je pense que les pertes fiscales liées à Crédit Suisse elle-même, elles sont relatives parce que comme la banque a fait beaucoup de pertes, elle a aussi peu payé d'impôts. Mais, mais par contre, elle a des employés qui sont relativement bien payés. Le secteur bancaire paye en général mieux. Donc, c'est des gens qui, s'ils licenciés, ils ont besoin d'indemnité chômage et ils ne payent pas les impôts qu'ils payaient avant. Et puis après, il y a d'autres considérations qui seront très difficiles à quantifier. Qu'est-ce que ça fait d'avoir plus qu'une seule grande banque? Est-ce que ça rend les conditions de crédit pour les entreprises euh, plus compliquées? Qu'est-ce que ça veut dire pour le citoyen lambda? Est-ce que la concurrence, elle est, elle est pas un peu moins bonne qu'avant? Ça sera très difficile à quantifier, mais ça, c'est évident que ça a un impact. Et alors, vous avez évoqué tout à l'heure la FINMA, qui a été aussi un acteur dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est la FINMA, quel est son rôle, et est-ce qu'elle a bien joué son rôle dans cette affaire, hein? La FINMA, c'est le régulateur bancaire et financier. Après il me semble que c'est en 2008, juste après la crise, elle a été créée en fait avec le rapprochement du régulateur bancaire et du régulateur du secteur de l'assurance. On en parle moins, mais c'est un secteur très important pour la Suisse aussi.
Euh, et avec la mission d'avoir la vue générale sur le secteur financier. Donc ça inclut aussi des sociétés de gestion, par exemple, ou la fintech, enfin tout ce qui est lié à l'investissement. C'est pas forcément uniquement des banques. Euh, par, par définition, la régulation financière en Suisse, elle est plus légère que dans beaucoup de pays parce qu'il y a cette idée un peu d'autorégulation. Il y a beaucoup de domaines où on fonctionne comme ça avec un organisme d'autorégulation. Donc la FINMA est un peu plus légère que d'autres régulateurs. Même si avec la crise de 2008, ça a quand même été renforcé. Euh, Maintenant, je pense qu'elle devra être à nouveau renforcée parce que clairement, on a vu que ça suffisait pas. Quand on a un régulateur on a vu quelques événements qui étaient quand même problématiques. Tout d'un coup, c'était un peu avant l'opération de sauvetage, la SEC américaine, donc l'équivalent américain de la FINMA, qui alerte sur le rapport annuel, qui empêche la publication du rapport annuel de Crédit Suisse parce qu'il y a des doutes sur c'était peut-être des points de détail, mais le fait que ça vient du régulateur américain et pas du régulateur suisse, c'est assez inquiétant, quoi. Et ça démontre à quel point il y a pas assez de ressources à disposition pour aller bien dans les détails. Euh, Quelqu'un avec qui j'en parlais disait, euh, dans le fond, le régulateur doit pouvoir dire, si je comprends pas l'activité que vous faites, vous pouvez pas la faire, parce qu'on ne peut pas réguler quelque chose qu'on ne comprend pas. Et là, il y a beaucoup de choses, certainement, dans la banque d'affaires ou dans la gestion d'actifs où ça dépasse les compétences. Donc ça, c'est des choses qui devront être revues. À mon avis, c'est un peu maintenant vain de blâmer la FINMA parce que la FINMA dépend en fait des ressources que le Parlement suisse lui donne. Donc si elle les a pas, bah, c'est plutôt de l'autre côté qu'il faut aller voir pourquoi elle n'a pas eu les ressources suffisantes. Mais en même temps, si vous êtes un régulateur puis que vous constatez que vous n'avez pas les moyens de faire votre travail, faut pas le dire après. Donc ça, c'est à mon avis l'erreur de la FINMA, c'est d'avoir attendu la catastrophe pour dire mais en fait on n'a pas assez de moyens, on aimerait pouvoir mettre des amendes. On aimerait pouvoir être plus strict dans le choix des responsables, soit opérationnels, soit des conseils d'administration. Donc ça vient, à mon avis, tard. Très bien, bah écoutez, je vous remercie Mathilde Farine d'avoir répondu à toutes ces questions et merci à vous qui nous avez regardé d'avoir suivi cet entretien.